Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore aujourd'hui, je suis en présence de mon collègue Gab. Salut tout le monde, salut JP. Et on va vous faire... Honnêtement, je crois que je me répète à chaque fois. Je dois dire, toujours, on veut maintenir nos segments classiques. Et on les a nommés segments classiques parce qu'on les aime beaucoup. Il semble que vous aussi. Et encore une fois, nous, tout est basé sur l'inspiration. Là, on vous l'a dit, le podcast L'État financier a été basé sur le fait que Gab et moi et nos amis qui ont étudié finance se parlaient un peu dans la vie de tous les jours de différents thèmes liés à la finance de marché et à la finance perso. Et on voulait l'intégrer. Donc, c'est ça, c'est une conversation en fait, encore une fois. Là. Exactement. Je vais faire le disclaimer, je te précède. N'oubliez pas évidemment que ce qu'on parle dans l'état financier, comme toujours, il s'agit vraiment, nous, de notre opinion personnelle en tant que personne. Il ne s'agit pas d'une recommandation officielle pour un placement ou une recommandation officielle pour telle ou telle stratégie. On vous invite toujours, moi et JP, à consulter évidemment un expert compétent dans le domaine et autorisé aussi à émettre une dite recommandation là où vous vous trouvez, bien évidemment. Exactement. Donc encore aujourd'hui, au son de la cloche et dans vos poches. Donc on entame ça avec notre premier segment, au son de la cloche. Parfait. Donc, un peu dans la même trame que dans les plus récents épisodes là, où on a remarqué là, avec vos commentaires que vous aimez, votre tendance était que vous appréciez beaucoup les épisodes sur des scandales ou sur des événements. Sur des compagnies aussi. Exactement, notoires au niveau de compagnies plutôt que uniquement des revues de marché ou de la vulgarisation au niveau de concepts clés de la finance de marché. On s'est dit pourquoi ne pas continuer dans cette veine-là avec un thème qui a été abordé dans une série de Netflix qu'on appelle Dirty Money, que je vous invite à écouter, qui est très intéressant. Chaque épisode des 3 saisons présentement sont vraiment super pertinents au niveau de la finance. C'est sur Netflix, puis c'est vraiment hyper... c'est très bien fait. C'est ça, c'est des petits documentaires. Habituellement, je pense que c'est à peu près 1 heure dans le format, mais c'est vraiment... nous-mêmes, j'ai trouvé ça, on s'en est vraiment parlé là, à chaque fois hein, quand on a découvert la série, c'est en même temps qu'on a dit « Ah mon Dieu, c'est incroyable !» Absolument. Dirty Money. Là, donc aujourd'hui, on veut aborder un peu le secteur bancaire avec ce qui s'est passé par la magnifique banque qui est reconnue pour son Wagon Wheel, qui est une entité plutôt différente là, que par rapport aux autres grandes banques américaines, qui est plus sur la côte ouest, et j'ai nommé Wells Fargo. Oui, Wells Fargo qui à l'origine, c'est sûr, est une compagnie qui en fait, c'est vraiment très vieux là, ça date en fait du 19e siècle. D'ailleurs comme son nom l'indique, Wells et Fargo c'est les deux noms des fondateurs. Puis à l'origine ça faisait partie de American Express, je t'apprends peut-être quelque chose. Effectivement, je n'étais pas au courant, je savais que ça faisait partie beaucoup de la fameuse expansion vers l'ouest des États-Unis, étant donné que si je ne me trompe pas, c'est la plus grande banque qui a été développée dans l'ouest des États-Unis. Le fameux Wagon Wheel étant thématique là, du Far West américain un peu, là, qui est toujours l'emblème... la diligence, c'est ça? La diligence en français, effectivement, qui est toujours l'emblème même de Wells Fargo de nos jours et des westerns américains, effectivement. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut vous parler de Wells Fargo aujourd'hui? Vous avez peut-être entendu dans les manchettes, ou pour ceux qui ont vu l'épisode là, de Dirty Money sur Netflix, qui abordait un peu, encore une fois, le scandale. On aime bien en parler, et c'est souvent des faits ou des sujets qu'on parle souvent, Gab et moi, qui s'est passé très récemment au niveau de Wells Fargo. Pour faire simple, donc c'était en fait, et c'est ce qui est intéressant, c'était un scandale qui était purement dû au département du banking personnel. Oui. Et c'était en fait, encore une fois, la grande trame était qu'il y avait eu la création, sans le consentement des clients de cette entité-là, de nombreux comptes chèques, de comptes épargne, de marge de crédit, de cartes de crédit, qui avaient été faits par des employés de succursales, d'agences de la Wells Fargo, aux États-Unis, dans le but de respecter, entre autres, en partie des objectifs de vente. Exactement. Dans le but également qu'il y avait une certaine cible au niveau de Wells Fargo, dans le but de faire de la vente connexe. Je sais pas c'est quoi le terme exact en français. Les ventes croisées. Vente croisée, exactement. Et également, qui était, en fait, la logique de ça était de montrer que pour les actionnaires, pour les investisseurs, mais Wells Fargo avait une rétention et une acquisition client qui était hors norme aux États-Unis. On a ouvert plein de nouveaux comptes épargne, c'est incroyable. Exactement. Croissance de 66% des comptes épargne en ligne, incroyable. Exactement. Donc ça a sorti public vers 2016, encore une fois. Là, on prend souvent des articles qui sont sortis par des entités là, ou par des journaux. Là, si je ne me trompe pas, c'était entre autres le Wall Street Journal et le LA Times qui avaient rapporté cette fameuse fraude-là. Également avec certains, en bon anglais, là, des whistleblowers
qui avait sorti publiquement cette... Puis il y a des employés qui avaient parlé, effectivement, qu'il y avait énormément de pression, en fait, à l'interne. C'est sûr que le secteur bancaire, surtout aux États-Unis, est un secteur extrêmement compétitif. Quand même, c'est vrai que Wells Fargo, comme on l'a dit précédemment, c'était quand même une banque qui est principalement passée dans l'Ouest américain. Elle a très peu de présence, par exemple, elle en a quand même, je suppose, mais beaucoup moins dans l'Est des États-Unis. Ouais. C'est vrai que les banques américaines ont tendance à être très régionalisées. Elles ont des secteurs d'activité. Et c'est vrai que la compétition est très rude, en fait, dans l'industrie de façon générale. Les comptes en ligne, etc. Et c'est sûr que, et puis c'est une industrie, on se le cachera pas, où il y a un roulement de personnel important et des objectifs qui sont quand même assez importants. Là. Absolument, et puis c'est ce qui est important à la base de ce scandale-là, c'était le fait que Wells Fargo était un peu entre guillemets, le petit nouveau, parce que c'est pas une banque de Wall Street, c'est pas une banque de Manhattan qui a commencé à New York, dans l'Est des États-Unis, c'est pas comme Chase Bank, etc. C'est un petit peu le nouveau venu, même si ça faisait des années que c'était là, mais en termes de grande banque américaine, ils avaient beaucoup à prouver. Ils voulaient prouver qu'il y avait une nouvelle culture, un nouveau modèle qui était basé non pas uniquement sur le fait de faire des volumes imposants en financement et en investissement, mais plutôt le fait de dire, nous, on est une banque qui se démarque avec l'acquisition de clients. On a la confiance des investisseurs parce qu'on a beaucoup de nouveaux comptes, de nouveaux venus au niveau de notre banque. Et non seulement on a des nouveaux venus avec des nouveaux comptes, mais en plus, on leur offre des produits croisés pour les fidéliser avec nous. Donc, c'était vraiment leur trame de base et c'est ce qui est curieux. On sait que dans le banking personnel, on parle souvent de produits transactionnels, de produits d'investissement et de produits de financement. C'est plutôt rare qu'une grande banque, surtout aux États-Unis, va faire sa stratégie sur l'acquisition en termes de produits transactionnels. Et c'était beaucoup ce que la Wells Fargo faisait. On parlait, comme j'ai dit, de comptes chèques, de comptes épargne et principalement de cartes de crédit qui étaient signés sans le consentement des clients. Ouais, c'est ça. Puis donc, c'est comme si vous vous retrouviez du jour au lendemain par la poste avec une nouvelle Mastercard ou une nouvelle Visa sans que vous l'ayez demandé. C'est sûr que vous allez commencer à passer des appels. Oh, c'est peut-être une erreur, monsieur. Exactement. Puis je pense qu'il y avait une culture, en gros, d'entreprise qui faisait que, en gros, il y avait un espèce de déni, en fait, de la mauvaise... du greedy, quoi, ce qu'on appelle le greedy en anglais. Là. Donc c'est ce qui était curieux, c'est que lorsque c'est sorti public, bon, bien entendu, comme on le dit, il y a eu des whistleblowers, ça a été sorti par certains grands journaux financiers reconnus, mais aussi, c'était basé sur le fait que les clients commençaient à se faire appeler par des agences de crédit, commençaient à se faire appeler par Wells Fargo même pour dire, vous avez des retards dans les frais sur vos comptes chèques, mais qui étaient des comptes qu'ils n'avaient jamais ouverts, qu'ils n'avaient jamais signés. Donc là, c'est là que, comme Gab l'a dit, il y avait eu des points qui ont été soulevés en questionnement. Mais également, le point qui était intéressant, c'est qu'au début, à la base, le blâme a été mis sur les employés. Sur les employés de succursale, littéralement les conseillers, par exemple, ont été ciblés comme étant les responsables de cette fraude-là. Par la suite, ça a été mis sur le dos des directeurs d'agence ou des directeurs régionaux de succursale. Donc, le management, à la base de Wells Fargo, ont vraiment commencé à cibler ça vers... Le bon terme, c'est des pommes pourries, mais mettre le blâme sur les employés même de succursales sans prendre en considération le fait que c'était peut-être leur pression à eux au niveau des objectifs qu'ils fixaient qui était problématique. Et c'est ce qui a soulevé vraiment toute la problématique derrière ça. Puis il y avait souvent d'ailleurs des procédures de licenciement abusif, en fait. Donc, ce qui crée encore plus de pression. Alors, je pense que bon, on blâmera pas évidemment les conseillers parce que je pense qu'en fait, malheureusement, ils n'ont pas vraiment le choix s'ils voulaient garder leur emploi. Là, c'est sûr que c'est immoral et illégal ce qu'ils ont effectué, mais quand même dans le sens où c'était quand même entre guillemets encouragé par le management, etc. Puis c'est remonté très très haut là, puisque on le sait. Puis encore une fois, là, mon Dieu, ça fait plusieurs épisodes qu'on parle des audiences publiques aux États-Unis. Effectivement, cette fois-ci, par contre, c'était pas devant le Congrès, mais devant le Sénat. C'est ce qui est clé à noter, là. C'est que le fameux CEO là, qui était M. John Stumpf, à l'époque, qui n'est plus d'ailleurs CEO comme dans la majorité des cas de scandale qu'on a vu, s'était ramassé devant Elizabeth Warren, qui a été d'ailleurs candidate pour être à l'investiture démocrate. Exactement, ouais. Donc qui est sénatrice, devant le Conseil du Sénat au niveau des banques, dans le but d'essayer de défendre ou de justifier ou d'essayer d'expliquer la situation qui s'était produite. Bon, effectivement, avec le blâme qui a été remis vers le management, au final, ça aurait été étonnant que le Sénat blâme les conseillers et les managers et les regional managers de Wells Fargo. Mais ce qui est important, c'est littéralement ça. C'est le fait que, tu sais, pour les chiffres, là, je viens de les sortir, là, au final, c'était 3 500 000, je crois, comptes, que ce soit des comptes d'épargne ou des comptes chèques qui avaient été signés sans le consentement. Et le total exact était de 565 433 cartes de crédit. Là. Les comptes courants, c'est frauduleux, c'est pas si pire, mais du crédit, en sachant très bien, et ça, c'est un peu la logique nord-américaine, mais en sachant très bien que ça a un impact sur notre nom au niveau du crédit, notre capacité d'emprunt dans le futur, c'est ce qui est vraiment très risqué. Oubliez pas, c'est sûr, pour nos auditeurs,
auditeurs peut-être outre-Atlantique, en France ou en Belgique ou en Suisse, souvent ici le crédit en soi, l'obtention d'une carte de crédit, c'est quelque chose de très important là. C'est comme un espèce de découvert autorisé là. Donc peut-être ça vous dit rien, mais c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis c'est comme ça qu'on se crée une réputation en fait. Souvent il y a des grandes agences de reporting de crédit qui en gros calculent votre solvabilité à travers un score qu'on appelle un score de crédit. Alors c'est sûr que le fait de faire des demandes inutiles, qui étaient évidemment pas consenties dans le cas de Wells Fargo, exact. Ça a un impact entre guillemets sur la crédibilité du client, puis la correction de ces données-là peut être extrêmement laborieuse. Très long, ouais. Elle peut être très laborieuse, alors qu'en fait, encore une fois, le client n'a strictement rien demandé là. Donc c'est exactement. Donc c'est sûr que tu sais ça entre guillemets évidemment le scandale Wells Fargo là, parce qu'on peut parler de scandale rendu là. Oui. C'est sûr que ça a mis aussi mis en perspective aussi beaucoup de changements aussi dans l'industrie bancaire telle qu'on la connaît aujourd'hui là. C'est sûr de plus en plus on en a parlé je pense sur l'épisode sur les courtiers hypothécaires où il y a de plus en plus de désintermédiarisation et où les gens entre guillemets les employés ont beaucoup plus aussi de pression aussi à la vente de produits. Et puis Wells Fargo a amené une prise de conscience aux États-Unis beaucoup partout à travers le monde mais surtout aux États-Unis au niveau des banques dans la logique de dire est-ce que c'est les pratiques de vente qui sont mises en place dans les institutions financières et la logique de vente de produits connexes dans le but de fidéliser les clients. Comment ça doit être fait? Il faut que le client conserve... À la base, le client doit avoir le choix de prendre ses décisions. Ce n'est pas correct, de l'imposer et encore moins, de le prendre, de signer ça de manière frauduleuse sans le consentement des clients. Donc, c'est un peu ça la réflexion qui a été faite. Puis Wells Fargo a amené une bonne part de changement au niveau des institutions bancaires dans le but de dire il faut qu'on essaie de changer nos pratiques de vente. Oui, ça va rester un peu de la vente au niveau des institutions financières américaines. C'est le fondement même de la compétition et même partout à travers le monde. Mais c'est certain que ça a amené une certaine prise de conscience de dire on doit changer nos pratiques, on doit réfléchir à nos pratiques pour ne pas soit imposer ça ou encore pire, de le faire sans consentement. Puis aussi, ce qui est pertinent à se souvenir, c'est que Wells Fargo a toujours défendu le fait que c'était basé sur un problème de pratique de vente et non de culture d'entreprise. Quand on parle d'un problème qui est, en bon anglais, c'est top-down, quand ça vient du top management vers l'employé au plus bas niveau, qui serait le conseiller, par exemple, au niveau des institutions financières, c'est certain que, est-ce qu'on peut considérer ça comme étant uniquement un problème de pratique de vente ou de culture d'entreprise? C'est ce qui est curieux. Et c'est ce qui est beau, on en parle tout le temps dans nos épisodes scandales. Wells Fargo a eu un problème, c'est une compagnie listée, on s'entend que le stock, on n'a pas les chiffres, mais le stock a baissé drastiquement, bien entendu, après cette annonce-là. Ils ont eu pour près de 3 milliards, je crois, de pénalités. On s'entend 3 milliards pour Wells Fargo, une des grandes banques américaines. C'est quand même beaucoup. C'est beaucoup, mais c'est pas grand-chose. Ils ont été volontiers de payer ce frais-là sans aucun problème. Pour éviter de passer devant le juge. Là, exactement, donc ça inclut entre autres des dédommagements pour les clients qui avaient été touchés, autant pour les frais bancaires qui étaient dus, mais qui n'étaient jamais dus parce que les clients n'ont jamais ouvert ces comptes-là, que aussi, je crois, il y a eu un certain dommage et intérêt qui a été payé également à ces clients-là. Ouais. Mais ce qui est important à se souvenir, c'est ça, c'est que Wells Fargo était une entité très large, très grande, qui était encore une fois une nouvelle culture que tout le monde appréciait parce que, et on le note, en 2008-2009, après la crise, c'est probablement la banque américaine qui s'en est le mieux sortie. Exact, c'était celle qui avait pris le moins de risques et ça devenait de plus en plus le fleuron. Pas en termes d'actifs totaux, parce que ça reste encore une fois les principales grandes banques de New York qui étaient les plus importantes, mais il y avait une belle tendance au niveau de Wells Fargo qui se développait. Et ce scandale-là a amené encore une fois une forme de refonte parce que le marketing derrière Wells Fargo a dû complètement changer. Ils ont dû accepter et dire publiquement le fait, oui, c'était une erreur. Il y avait, encore une fois, ils ont mis ça sur les pratiques de vente. On ne va pas juger si oui ou non c'était uniquement ça ou si c'était dans la culture de l'entreprise. Mais ils ont dû dire oui, c'était effectivement un problème, mais maintenant, on veut reprendre votre confiance. Et tout le marketing dans les dernières années, c'était vraiment basé sur le concept anglais, encore une fois, re-established. Ils voulaient ramener les consommateurs, à la fois les clients actuels que les nouveaux clients, que la confiance soit remise en place. Parce que la qualité de Wells Fargo dans les derniers mois, dans les dernières années, était vraiment basée sur on a confiance en Wells Fargo, on sait qu'ils ont un talent et on sait qu'ils ont une bonne capacité à gérer leurs activités. Et c'est ce qui était vraiment intéressant. Donc ce scandale-là, encore une fois, et on vous invite toujours à écouter l'épisode pour ajouter un petit peu plus de ce qu'on dit, est vraiment marquant pour... en finance de marché, bien entendu, parce que c'est une entreprise listée, mais du côté personnel, parce que ça a remis en question beaucoup les pratiques de vente aux États-Unis. Oui, et puis de façon générale, c'est sûr que si on revient plus dans les chiffres à proprement parler, à l'heure où on tourne le podcast,
Wells Fargo aujourd'hui en termes de prix vaut à peu près 23, là à l'heure où on vous parle, ça vaut 23,64 là. Puis au sommet de son art, Wells Fargo valait à peu près une soixantaine de dollars. Donc ça a quand même, entre guillemets, ça veut tout dire. Le stock, en fait, ne s'est jamais revenu, entre guillemets, de ce scandale-là. Puis réputationnellement, on s'en souvient de l'épisode avec Jean-Baptiste. Oui. La réputation, aujourd'hui, c'est hyper important, là. C'est sûr que de façon... Alors que de l'autre côté, certaines banques, pour faire une espèce de comparaison aussi en termes de performance... La plupart des autres grandes banques américaines, celles plus de la côte est, donc par exemple Chase et puis de l'autre puis Bank of America, mais eux ils sont en Caroline du Nord. Citibank, oui. Elles ont toutes, entre guillemets, en termes de valeur, pris de la valeur pendant cette période-là. Ouais. Bon, Wells Fargo reste quand même pas non plus une mauvaise entreprise. Ils ont une belle capacité à générer de la croissance, etc. C'est sûr que cette opération leur a coûté très cher, hein, je pense. Mais ils continuent à verser des dividendes, etc. Donc ça reste une entreprise quand même très stable avec des bons fondements. Mais c'est vrai que ça a mis quand même un impact réputationnel, encore une fois, qui est très dédommageable. Puis c'est sûr que, encore une fois, on le voit de plus en plus, même en ce moment en pleine campagne électorale, puis en plein bouleversement aussi dans la société américaine, que l'image de marque, on a entendu surtout parler là, avec le fameux Black Lives Matter, là, l'image de marque est extrêmement importante. Là, donc, absolument, et puis je veux dire, en termes d'industrie, puis c'est le même dans toutes les industries, mais particulièrement dans l'industrie financière, il y a tellement de similitudes d'une banque à l'autre, partout dans le monde, mais aux États-Unis, c'est particulièrement le cas, qu'on ne veut pas être un peu le mouton noir de l'industrie. On ne veut pas être ciblé par les autres, parce que malheureusement, Wells Fargo, que la banque le veuille ou non, vont toujours être ciblés pour ça par leurs compétiteurs. C'est quelque chose qui est à ce point-là majeur, que tout le monde va l'utiliser pour toujours, pour des années à venir, pour une génération complète. On va continuer à parler de Wells Fargo comme étant la banque qui avait le plus poussé des ventes et avait agi de manière frauduleuse pour l'intérêt de leurs états financiers, encore une fois. Après, je pense que ces pratiques-là aussi, elles peuvent être aussi mises en perspective. C'est que dans toutes les banques, et dans le secteur des assurances, dans le secteur aussi de la vente de produits de placement ou de financement. Mais il y a une différence entre la recommandation et l'acte frauduleux de signer des documents sans le consentement des clients. C'est ça qui est vraiment problématique chez Wells Fargo. Mais les pratiques commerciales agressives existent quand même dans toutes les banques. Alors moi, ce qui me fait peur, en fait, entre guillemets, avec Wells Fargo, c'est que ça pourrait se reproduire, en fait. Mais encore là, puis c'est là où ça, c'est tout un autre débat, mais le fait d'avoir des recommandations qui sont quand même assez précises et peut-être ciblées et même parfois un peu intenses, reste que c'est probablement mieux que l'incompréhension globale de la finance qui peut courir dans la société. Le fait que c'est difficile de dire est-ce que c'est bon ou pas bon le fait que des employés d'institutions financières fassent des propositions assez directes de solutions d'investissement ou de financement ou même de transactionnel. C'est sûr que c'est un autre débat complet, mais moi, vraiment, la logique de Wells Fargo, c'est de dire oui, au niveau d'avoir des objectifs de vente, c'est le même partout. C'est le secteur bancaire à travers le monde, c'est comme ça. Oui, puis on l'a vu récemment aussi au Canada, je pense que c'était à peu près il y a 2 ans. Il y a une autre banque canadienne qui a été citée justement, qui mettait beaucoup de pression sur les employés. Je citerai pas de nom, je pense pour évidemment pour garder entre guillemets votre propre recherche là-dessus là. Mais c'est sûr que encore une fois, moi c'est encore une fois c'est mon opinion personnelle, ça pourrait se reproduire. Parce qu'encore une fois, tout est une question de culture d'entreprise. Exact. Au niveau de la vente, mais encore une fois, au niveau de l'acte frauduleux de signer, ça, je ne crois pas que ça pourrait se reproduire, mais je suis pertinemment sûr que les instances juridiques vont continuer à légiférer ça parce que c'est impossible que ça puisse se reproduire de manière courante dans une société comme la nôtre. C'est vraiment, en termes frauduleux, assez majeur. Donc, c'était notre premier segment au son de la cloche, là, avec encore une fois, on vous invite, Dirty Money, on l'a répété pour la 3e fois, là, une excellente série au niveau de Netflix, donc allez vous informer là-dessus, très intéressant. Et Wells Fargo, une très bonne banque, le retour de Wells Fargo dans les dernières années est très bien. Ils s'en sont bien sortis, le management en question qui mettait de la pression a été changé, donc on souhaite quand même que l'action se rétablisse quand même. Là, absolument, mais rien à dire de mauvais sur cette banque-là qui s'en sort très bien et qui a des nouvelles pratiques par rapport à ce qui est déjà de base et classique qui se fait dans les banques plus de la côte Est. Donc entamons maintenant notre 2e segment dans vos poches. Parfait. Donc, le sujet de cette semaine est quand même assez intéressant. Donc, Gab et moi, étant des personnes plutôt économes dans la vie de tous les jours, on a quand même quelques petits pépins dans nos finances ou quelques petits vices, si on peut le dire. Et on vous invite à vous poser la question vous-même et c'est ce qu'on va aborder. Là, où gaspillez-vous votre argent?
Donc, le but de ce segment-là va être de parler un petit peu de qu'est-ce que Gab et moi ciblons plus globalement. Là, ce sont des trappes financières, en fait, finalement. Exact, en termes de grands vices, mais c'est étonnamment aussi des éléments que nous-mêmes, nous avons tendance à afficher dans notre situation financière courante. Donc, je vais t'inviter, Gab, peut-être à introduire un peu le premier point là, qu'on veut parler. Je vais te viser directement. Absolument, donc c'est pour ça que je voulais pas le faire. Le premier point, bon, de façon générale, puis là, l'idée de cette rubrique-là, parce que c'est moi qui ai eu l'idée là, de la rubrique, encore une fois, c'est pas d'être critique ou quoi que ce soit. Chacun fait ses choix financiers comme il l'entend. Puis rendu là, c'est pas du tout un jugement de valeur. C'est juste et ça peut être des projets, on le rappelle. Si c'est des projets que vous avez, ce n'est pas une mauvaise dépense, ce n'est pas un gaspillage d'argent. Oui, c'est ça. Puis l'idée derrière cette rubrique, c'est vraiment de faire comprendre que parfois, l'exagération dans certaines sources de dépenses, ça peut être nocive, je dirais. Puis je vous parle d'expérience, j'en ai vu des fois des situations, entre guillemets, où justement les gens avaient ces fameux projets, mais que finalement le tout tourne au vinaigre en fait, parce qu'encore une fois c'est l'exagération. Donc on commence par du revers de la main pour notre cher JP, les voyages. Absolument. Donc, c'est notre premier vice. Donc, effectivement, si je parle de ma situation, là, je suis quelqu'un qui aime beaucoup découvrir le monde et va toujours à chaque année avoir un certain désir à prendre l'avion et aller faire un voyage le plus pour fin de découverte touristique. Donc, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup. Ça implique des dépenses, ça implique beaucoup d'argent et ça implique, encore une fois, que ça met... c'est quelque chose qui n'est... C'est pas un actif, un voyage. Oui. C'est un actif pour moi, je juge. Personnel, oui, exact. Mais ce n'est pas un actif que je peux mettre dans mon bilan financier. Donc, pour certains, c'est quelque chose qu'ils vont beaucoup dépenser. Moi, je travaille beaucoup là-dessus pour ne pas, encore une fois, voyager de manière abusive à chaque année, mais plusieurs personnes vont avoir non seulement faire un seul voyage par année, mais vont en plus mettre beaucoup trop d'argent dans ce voyage-là. Oui, puis souvent, moi, ce qui m'a inspiré un peu plus le côté voyage, c'est quand je vois des fois des gens de notre entourage, par exemple sur Instagram ou sur Facebook, là, à chaque semaine, ils sont genre soit à Bali, la semaine d'après, ils sont en Australie, puis après... ils sont dans les Caraïbes, absolument, etc. Ou en mode 2020, un peu partout au Québec. Oui, c'est ça. Mais l'idée de comprendre, c'est que les voyages, c'est très bien, encore une fois. Puis moi aussi, j'adore ça. Là, c'est cool d'aller découvrir de nouveaux coins. Mais il faut être conscient que c'est très onéreux. Surtout, on l'oublie, dans un voyage, évidemment, il y a les billets d'avion, etc. Bon, ça, c'est le truc. Mais ce qui coûte très cher, c'est le logement, la restauration, les déplacements, l'assurance dans un certain... L'assurance voyage. Recommandé. Les sorties, parce que vous allez... c'est beau d'aller en voyage, mais si c'est pour rester à l'hôtel, je trouve pas ça très intéressant. Les souvenirs, les cadeaux, bref, tout est payant, entre guillemets. C'est pour ça que, justement, le tourisme, c'est une des industries... les plus lucratives dans le monde. Et qui font vivre sauf en ce moment. Sauf en ce moment. C'est ça. Sauf en ce moment, là. Mais c'est des industries extrêmement lucratives. Puis c'est correct, entre guillemets. C'est bien de voyager. Mais il y a une différence à faire entre voyager 1 à 2 fois par année et voyager tous les week-ends, entre guillemets. Malheureusement, dans un budget, si vous voyagez tout le temps, va falloir penser à dire que malheureusement, vous ne pourrez pas faire d'économie sur le long terme. C'est difficile, entre guillemets, avec un salaire moyen. Là, je parle vraiment évidemment de monsieur et madame tout le monde. Évidemment, si vous appelez Warren Buffett, je pense que ça ne va pas être un problème d'aller à Bali, puis le lendemain, dans votre jet privé à New York. Absolument. Mais c'est sûr que ça coûte très cher. Et alors, il faut vraiment faire attention. Puis soit il faut budgéter, il faut se donner... faut être très, rigoureux dans son budget si vous voulez voyager beaucoup. Soit, malheureusement, il faudra penser à en faire un peu moins des voyages. Ouais. Voilà. Exact. Donc, je vais introduire le deuxième qui ne me rejoint un peu moins, mais... nous rejoint un peu moins, quand même. Mais Gabriel, tu as été un petit peu plus ciblé par ça, ayant essayé plusieurs compagnies, mais le fameux téléphone. Ah oui, le téléphone de l'année, évidemment. Effectivement, de l'année ou toute forme de même... On peut parler du téléphone de l'année, mais également toute la logique des fameux forfaits téléphoniques. Et là, on parle du Canada, qui est le pays reconnu à travers le monde pour avoir les forfaits téléphoniques les plus chers. Là. Exact. Donc, le téléphone, à la fois, comme Gab le dit, c'est à chaque année attendre d'avoir... le nouveau téléphone qui sort de Apple aux 6 mois ou de Huawei aux 6 mois ou de
Samsung au 6 mois, etc. Et de non seulement prendre un téléphone neuf qui coûte une fortune, on parle de 1000$ et plus présentement, là, si on se fie à chaque nouvelle technologie pour avoir une caméra de plus, si on dit les vraies affaires. Là. C'est vrai. Mais également de rajouter à ça un forfait téléphonique qui, au Canada, pour avoir un nombre de gigas là, très minime, là, va coûter à peu près un 70-80$ par mois. Plus taxes, évidemment. Plus taxes, absolument, par mois. On l'oublie, les taxes sont pas incluses ici pour nos amis qui nous écoutent outre-Atlantique, là, c'est normal. Après, c'est sûr, encore une fois, vous pouvez budgéter encore une fois sur le téléphone, mais c'est le fait d'acheter un téléphone à chaque année, c'est très cher. C'est très cher, d'autant plus que les technologies nouvelles, surtout les téléphones, ça se déprécie très rapidement. Prenez un exemple tout bête. Par exemple, quand l'iPhone X, quand il est sorti, je me souviens très bien de ça. Quand il est sorti, il valait 1300$. Aujourd'hui, il vaut combien l'iPhone X? Même pas 200? Exact, puis même en revente, ça vaut plus rien. Parce que personne n'a envie d'avoir l'iPhone d'il y a 3 ans. Tout le monde veut la dernière technologie, le Face ID, la 4e caméra, le détecteur infrarouge. Enfin là, je sais plus. Là, le mode portrait amplifié. Le mode portrait, le HDR. Enfin bref. Ces dernières années, en plus, faut être conscient. Je pourrais comprendre il y a quelques années que les gens, l'acheter de l'année parce qu'il y avait énormément de différences technologiques. Au tout début de la technologie des téléphones cellulaires, c'était impressionnant d'une année à l'autre, ou même d'un 6 mois à l'autre, c'était vraiment majeur. Présentement, c'est vrai que ça ne vaut plus vraiment la peine là, d'avoir le téléphone de l'année. À part la dernière génération, entre guillemets, on a eu pas mal de tentatives technologiques, mais qui à chaque fois, entre guillemets, sont pas si intéressantes. Là. C'est ce qu'on appelle de la technologie incrémentale. Là. C'est-à-dire que ça apporte pas vraiment de changement brusque. Bon, c'est sûr, l'écran pliable, c'est le nouveau truc là chez Samsung là, mais je pense pas que ce soit fait pour là c'est une autre discussion là, mais je pense pas que ce soit fait pour le grand public à proprement parler là, mais les smartphones changent très peu d'année en année. Donc c'est par exemple l'iPhone X, puis l'iPhone, on est rendu auquel? Je pense que c'est l'iPhone 11 maintenant. Effectivement. L'iPhone 11 a aucune différence majeure à part qu'il est plus rapide, etc. Donc c'est un bon exemple de se dire peut-être que le téléphone de l'année, à chaque année, faut avoir, entre guillemets, les reins solides, ou soit il faut assumer qu'entre guillemets, vous payez beaucoup. Là, pour exactement. Ça. Donc, c'était le deuxième point. Le troisième point, nous sommes tous deux propriétaires de véhicules, mais il y a la fameuse logique d'avoir le leasing de l'année, ou la location de l'année au niveau du véhicule là, pour être sûr d'avoir la Mercedes 2020, 2021, etc. Donc, jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, effectivement, pour ne pas revenir sur un des petites pointes qu'on avait soulevées dans un des épisodes du tout début du podcast. Mais effectivement, le leasing de l'année est quelque chose qui est très coûteux parce que c'est très rare qu'un contrat de leasing va être sur 1 an. Donc officiellement, lorsqu'on décide à chaque année de changer notre leasing, techniquement, on va soit accumuler des nouveaux frais dans notre restant de paiement ou soit on va devoir trouver un moyen de liquider notre véhicule vers une autre personne qui va assumer notre leasing et les frais qui vont... Bref, les frais de transfert ou de changement de véhicule, de leasing d'année en année, c'est épouvantable parce qu'un leasing en général, et ça, Gab, tu pourras le confirmer, tu en connais un petit peu plus que moi, souvent on voit que c'est du 3 ans. Oui, c'est 36, 48, 60 mois, là, souvent c'est ça. Mais le leasing de l'année, ça, c'est mon Dieu, ça c'est une erreur. Et là, je vais vraiment parler d'erreur, entre guillemets, de penser, entre guillemets, que tout est inclus dans le leasing. C'est complètement faux. Un leasing, c'est un financement déguisé. On en a parlé dans l'épisode louer ou acheter sa voiture, fondamentalement. Mais le leasing, c'est extrêmement cher. Parce que non seulement ça n'inclut pas l'assurance, qui, oublions pas, elle doit être tout risque, évidemment, puisque vous devez rendre le véhicule en l'état à la fin des 3 ans, par exemple. Mais souvent, c'est que c'est cher parce que ça inclut... Alors c'est sûr, l'entretien, effectivement, est souvent inclus dans un leasing, mais par contre, vous devez quand même payer les changements de pneus, les vidanges, l'entretien, entre guillemets, normal d'un véhicule. Et souvent, les gens ne réalisent pas que ça coûte de l'argent à part la location, l'assurance, l'essence, etc. Et ça, l'erreur, entre guillemets, c'est de mal budgéter, en fait. Puis de se retrouver avec un véhicule... qui est disproportionné par rapport au budget du client. J'en ai vu des dizaines et des dizaines de fois des gens avoir la Mercedes de l'année et pourtant t'es qu'on mon salaire, puis moi je ne pourrais jamais prétendre personnellement
j'aimerais évidemment là prétendre à une petite CLA, c'est clair et net. Alors c'est l'erreur entre guillemets, c'est de mal budgéter un leasing. Encore une fois, c'est pas mauvais de louer sa voiture, mais il faut que ce soit dans votre budget, il faut que ce soit raisonnable. Exactement, et dans les délais qui sont, encore une fois, comme Gab le dit, là, qui sont prescrits par votre contrat, et non de changer à chaque année en coupant votre contrat d'entente de leasing. À toi de me battre désormais dans le... Comment dire? Effectivement, puis je crois qu'on va mettre les deux ensemble, là, la logique du restaurant et du petit café. Ouais. Le petit café est très québécois d'ailleurs, là, pour nos amis français. Là. La logique de dire, plutôt que de faire la cuisine ou de faire son propre café chez nous, pourquoi ne pas aller au restaurant? Gab, encore une fois, c'est quelque chose qui te touche. Moi, j'étais très voyage. Dans les sujets d'aujourd'hui, je crois que toi, t'es un petit peu plus basé sur ça. Le petit café, le petit restaurant de temps en temps. Non seulement tu vas le faire par toi-même, mais tu m'affectes aussi de m'embarquer dans tes trucs là. Ouais, c'est vrai que effectivement ça c'est mon vice caché, c'est quand même le restaurant. Encore une fois, c'est très bien. Et là encore une fois, je me critique moi-même. Voyez-vous là, le restaurant, c'est tout le monde aime aller au restaurant, mais il faut être conscient que ça coûte très cher le restaurant parce que ça n'inclut pas, encore une fois. Puis là, l'idée n'est pas d'être minimaliste ou d'avoir d'être cheap entre guillemets, mais ça coûte cher d'aller au restaurant parce que non seulement vous payez la nourriture, mais évidemment vous payez le profit évidemment du restaurateur. Je dis pas qu'il faut pas aller au restaurant, encore une fois, c'est vraiment cool. Puis il y a plein de, moi j'ai plein de bonnes adresses partout, mais ça coûte de l'argent. L'erreur aussi avec le café, puis ça me fait penser justement je pense qu'il y avait un bouquin là que j'ai entendu parler en fait par une connaissance qui se reconnaîtra, du fameux latte factor là, du comment un peu dire, comme le Big Mac Index. C'est ça. Le latte factor, c'est le fait que en fait quand vous allez, en fait l'erreur c'est de pas faire son café soi-même, en gros là. Vous allez dans le petit café du coin où ça va vous coûter le fameux latte qui va vous coûter 5 balles à chaque fois. Puis 5 balles fois, 5 fois 4 fois 52, ça va vous coûter cher en fait. Ça va vous coûter en fait un voyage. Ce petit café entre guillemets qui est négligible entre guillemets seul, additionné plusieurs et plusieurs fois, ça coûte très cher, c'est sûr. Alors je dis pas qu'encore une fois, il faut pas préparer son propre café tout le temps. Des fois là, moi j'adore entre guillemets, j'ai plein encore une fois de bons cafés à Montréal si vous êtes intéressé, mais c'est sûr que le fait d'acheter son café pas chez soi, là, de pas préparer, ouais. Puis je parle d'expérience, moi j'ai une Nespresso, là, ça coûte une fortune, même rien qu'en capsule, là, mais le fait de pas préparer par exemple son café filtre est beaucoup plus économe par exemple de façon générale. Alors... Ouais, et puis je veux dire, en mode pré-pandémie, lorsqu'on va au bureau et que le midi on se prend un repas qui coûte entre 10 et 15$, plus 1 ou 2 cafés, dépendamment de l'intensité là, de chaque individu, qui va ramener à peu près toute la facture entre 17 et 20$ par jour. En plus de ça, qu'on fait des épiceries par personne, mettons, les épiceries peuvent coûter combien par semaine? Ça peut être, je sais pas, un 100$ par semaine. Ouais, à peu près, ouais. Et qu'en plus de ça, chaque midi, et sans faire nos cafés, en plus, on rajoute à ça, à chaque jour, un 15 à 20$. Ça devient absolument ridicule. Là. Donc, c'est là où le fait de faire son propre café dans notre épicerie qui va nous coûter, plutôt que 100$, va nous coûter 110$ si on essaie de faire notre café, et qu'on fait nos lunchs avec des restants de notre souper de la veille, c'est certain qu'on économise beaucoup. Et c'est quelque chose qui... Tu sais, c'est... Moi, j'aime bien ça aussi. Je dois dire, là, je suis pas autant que Gab, mais j'aime bien ça quand j'étais au bureau, aller prendre mon petit café 2 fois par jour sans m'amener rien, alors que c'est très facile de me prendre ça dans un thermos et amener ça au bureau. J'avoue que c'était très plaisant, mais les coûts sont, encore une fois, et je ne veux pas être la personne qui répète toujours le fait Starbucks va nous détester. Starbucks va pas nous aimer, et aussi, moi, c'est très logique dans du segment d'aujourd'hui, c'est pas un actif. Qu'est-ce que ça va me rapporter à part un petit peu d'appréciation supplémentaire, mais j'aurais très bien apprécié aussi, c'est un peu le même café que j'aurais fait chez moi. Puis, je peux vous recommander, l'autre jour, là, enfin, ça fait plus de l'autre jour, là, maintenant, là, mais j'ai regardé il y a quelques temps un documentaire sur la stratégie marketing de Facebook. C'est sur YouTube, là, donc vous tapez Starbucks documentaire sur YouTube, et c'est passionnant. Hein. On se dit que tout est pensé, entre guillemets, quand vous allez chez Starbucks, par exemple, mais c'est souvent le cas dans la plupart des chaînes de café, de vous donner envie de revenir. Par exemple, la fameuse carte Gold là, que tu as quand t'es membre. Absolument. Quand t'es membre, entre guillemets, puis les termes sont importants aussi. Le membre Starbucks. Non, puis aussi le design est absolument magnifique. Puis les cafés, la fameuse sirène, etc.
le fait que qu'on le voit entre guillemets dans la rue, ah oui tiens il y a un Starbucks pas loin, il y a la petite mouche chantilly au-dessus du frappuccino, tout ça c'est réfléchi, ils ont des stratèges marketing probablement les plus brillants en tout cas des États-Unis là. Dites-vous qu'encore une fois, et puis dites-vous de façon générale, c'est ça, que tout est pensé à proprement parler là. Puis bon, dernier point là qu'on va pour terminer là, notre discussion sur où gaspillez-vous votre argent. Ça, c'est je pense qu'avec les derniers épisodes sur les 0%, vous connaissez mon opinion qui est parfois un peu tranchée là sur ce sujet-là. C'est les achats en 12 fois sans frais. Mon Dieu. Effectivement, très fréquent dans la majorité des commerces maintenant, étant donné que plusieurs grands commerces de biens vont offrir maintenant une forme de section financement disponible au Canada. On en subit maintenant beaucoup là, avec les... Je sais que on a failli, puis je me souviens, on était ensemble, j'ai failli tomber dans le piège. Hein. Absolument, donc on ne nommera pas la compagnie, mais qui a une très bonne entité financière également maintenant là, dans le domaine... plus d'argent avec ça. Une quincaillerie 2.0 canadienne. Et effectivement, là, ça offre assez facilement. Et même, ils ont maintenant des vendeurs qui sont sur place, non pas pour te vendre le produit, mais pour te vendre le financement. Exact. 12 fois sans frais, etc. Vous payez en 12 fois, mais en fait, au final, vous ne savez pas ce que vous achetez. C'est comme l'idée du vendeur, encore une fois, c'est de vous vendre le paiement mensuel. De vous dire, ah ben monsieur, c'est que seulement $12 par mois sur 120 mois. Ah bah ouais, non, c'est pas cher, etc. Mais au final, ça fait que c'est déraisonnable comme achat. C'est sûr, vous pouvez utiliser ça. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, par exemple, utilisent cette stratégie pour pouvoir économiser plus, pour placer la différence. Mais quand même, il faut être conscient que le fait d'accumuler, puis c'est ça, on appelle ça du revolving, c'est le nom exact, ouais. Le fait d'accumuler des revolving partout, puis des 12 fois sans frais partout, ça fait qu'au final, vous savez même pas ce que vous achetez. Vous n'avez pas conscience, entre guillemets, de votre achat. Effectivement. Ça peut aider, puis ça peut dépanner, encore une fois. Je peux le vivre, par exemple, je vais le vivre dans quelques semaines avec les changements de pneus d'hiver, là, par exemple, qui vont venir. C'est bête, mais ça coûte de l'argent. Mais il faut être conscient, entre guillemets, pareil, qu'il faut que vous ayez la capacité d'emprunt pour pouvoir faire ça. Oubliez pas aussi, puis là, moi, je vous parle en expérience de cause, tout ça a un impact aussi sur votre capacité d'emprunt. Si quelqu'un voit que vous faites une demande de financement officielle et quelqu'un va voir votre dossier, évidemment, il va voir que vous avez plein de revolving, puis il va se dire, bah non, c'est parce que notre personne, elle a plein d'engagements financiers, puis qu'en gros, elle vit au-dessus de son budget, en fait. Exactement. Donc, c'est ce qui conclut notre deuxième segment là, au niveau de où gaspillez-vous votre argent. Encore une fois, les segments étaient un peu basés sur ce que nous, on connaît bien et deux points qui nous touchaient particulièrement. On vous invite bien évidemment à prendre conscience de vos propres vices au niveau de vos dépenses parce que c'est quand même assez clé et on en fera un épisode spécial sur le budget. Puis l'idée est pas encore une fois, c'est pas de critiquer, encore une fois, vous faites ce que vous voulez de votre argent, vous êtes libre de votre liberté financière. Mais là, on vous donne des fois des pistes de réflexion, encore une fois. Lorsque vous voulez économiser, lorsque vous avez un projet majeur et que vous dites « faut que j'accumule beaucoup d'argent », où est-ce que vous devriez couper? Posez-vous les questions sur vos vices ou les endroits où vous gaspillez votre argent. Donc, c'est ce qui conclut à nouveau cet épisode du podcast État financier qu'on aime tant faire pour vous. Je vais laisser Gab faire encore une fois son mot de la fin. Mon Dieu, je suis attendu au tournant. Et n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu. On était très heureux, puis on est toujours très content de vos réactions. On est vraiment impressionné même du succès, là, on peut le dire ça. C'est sûr qu'on n'a pas non plus une audience nationale, là, mais le but, encore une fois, c'est partager. Nous, ça nous plaît, puis c'est ça le plus important. Là, on prend du plaisir, puis n'hésitez pas à nous communiquer si vous voulez voulez nous partager même des idées de sujets aussi, ça va nous faire plaisir. C'est important de le noter, le podcast était basé, on n'a pas fait de grand marketing ou de grande publicité. Vous avez été très bon pour le partager avec vos collègues, puis continuez à le faire, continuez à partager notre contenu, c'est vraiment la base de ce que l'état financier est maintenant. Likez, mettez des commentaires et partagez-le, c'est vraiment vous qui avez créé la communauté présentement de l'état financier, puis on aime ça, voir grandir ça à chaque nouvel épisode, ça nous touche beaucoup, puis ça nous motive encore plus à le faire, comme toujours, Gab et moi, et avec des collègues comme Thomas, comme toujours. On fait ça pour vous, puis on veut vraiment que vous impliquiez encore plus. Exact. Puis n'oubliez pas, évidemment, on est sur toutes les plateformes, YouTube, Apple Podcast, Spotify, Overcast, Amazon Podcast maintenant, enfin Amazon Vidéo là, ou musique, là, je sais plus sur quelle plateforme c'est.
On est vraiment vraiment sur toutes les plateformes. Même quand vous tapez sur Google l'état financier podcast, on est le premier résultat qui apparaît. On peut même cliquer en fait sur notre podcast directement dans Google, c'est tellement fun. Alors c'est ça, vraiment, encore une fois, on est très reconnaissant, puis on vous remercie. Puis moi, je vous souhaite à titre personnel vraiment une bonne semaine. Bonne semaine à vous aussi. Salut, bye bye.